Le Mali a célébré aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée des droits des enfants. La protection de l'enfant en période de crise, c'est le thème national de la journée. La commémoration lance la réflexion autour de l'amélioration des conditions de vie des enfants. C'est en présence du Premier ministre. La capitale algérienne abrite depuis ce matin le dialogue judiciaire. Le Mali y prend part. Notre pays est représenté par des membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. La rencontre 6e du genre est organisée par l'Union africaine à travers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le coton malien acheminé vers les ports de la sous-région, le PDG de la compagnie malienne de développement textile CMDT a lancé les opérations d'évacuation des balles ce week-end à Koutiala. Dr Nango Dambélé a également visité certaines unités industrielles de la capitale de l'or blanc. Focus Santé s'intéresse ce soir à l'angine. La maladie est fréquente chez les enfants et se manifeste par la fièvre, les maux de gorge ou de ventre. Pour plus de détails, Koumba Sissé a rencontré un médecin otorino-laryngologiste. Bienvenue, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, un mot de sport. Football, éliminatoire à Coupe du Monde 2026. Au compte de la deuxième journée, la République centrafricaine et le Mali ont fait match nul, un but partout dans le groupe 1. Prochaine rencontre des Aigles dans les éliminatoires du Mondial 2026. Ce sera au mois de juin 2024. Le Mali accueillera le Ghana. La République centrafricaine sera face au Tchad. Madagascar sera opposé aux Comores. Audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi le ministre centrafricain de la promotion de la jeunesse, des sports, de l'éducation civique. En visite au Mali, Aristide Briand Reboa est venu apporter le message de soutien de son président et du peuple centrafricain au président Goïta. Le ministre centrafricain a également été reçu par le Premier ministre. Nous l'écoutons au micro de Sila Bachili. Les différentes crises que nous avons traversées nous ont créé obligatoirement une communauté de destin. Nous étions passés par là où le Mali est passé avec les mêmes réalités. Et nous étions le peuple premier supporter de Mali. On a partagé les douleurs. Et aujourd'hui, nous célébrons la République dans son entièreté avec des territoires reconquis. Et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous voyons des orientations diplomatiques assumées, qui a permis aujourd'hui de créer des conditions de reconquête du territoire, qui va sans doute créer un environnement de paix, certitude, de haute certitude pour le développement économique. Nous savons bien que nous avons gagné cette fois-ci la guerre, la bataille va continuer dans les opinions. Il y aura encore des choses à faire. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, on sorte des rapports pour dire qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Tout ça, là, on se prépare, nous, les panafricains. Nous sommes là pour aujourd'hui soutenir ce pays qui est devenu définitivement un point de repère de l'éveil de la conscience. Parce que ce n'est pas une victoire pour le peuple malien, mais c'est une victoire pour l'Afrique. L'armée qui a repris sa lettre de noblesse, aujourd'hui, nous permet de comprendre que les politiques doivent suivre l'armée. Donc la volonté politique plus la détermination de nos forces de sécurité et de défense permet de joindre l'utile à l'agréable. Et ça fait qu'aujourd'hui, hier on a sorti, mais on a vu des enfants crier Fama, ils étaient contents parce que l'armée aujourd'hui est devenue un creuset de l'unité nationale. Ajouté à cela, le sport aussi, c'est le deuxième creuset de l'unité nationale. J'ai vu des infrastructures, mais dignes d'un programme que nous devons faire en 5 ans. C'est des programmes de quinquennat qui ne sont pas réalisés. Mais j'ai vu ça, les inaugurations, il y a 1 an, etc. En tout cas, chapeau. On a un président ici au Mali qui fait ce qu'il ne dit pas, mais dans l'intérêt de la population. Ce que les choses promettent et qui n'arrive pas à le faire, lui, il le fait. Nous restons avec le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique de la République centrafricaine qui a visité quelques infrastructures sportives du Mali. L'ordre du jour a également pris part à la montée des couleurs à la cité administrative. Il s'est dit émerveillé par l'investissement fait par l'État malien pour le développement du sport. Reportage d'Aouda Kouné.
Au Mali, dans le cadre du match Mali-Centrafrique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le ministre de la Promotion des Sports et de l'Éducation civique de la République centrafricaine a profité pour visiter quelques infrastructures sportives du Mali. Aristide Briand-Reboise, accompagné par son homologue du Mali, était au centre des sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabala, au stade Mamadou Konaté Antomi Korobougou, tous deux en chantier, et le centre de médecine des sports. Je vois des merveilles. J'ai retenu un certain nombre de choses. D'abord, un architecte malien qui fait de merveilles, surtout le premier centre. Je pense que cela apportera une révolution. Ça, incontestablement vrai. Mais si nous pouvons développer le sport, c'est d'abord par les infrastructures. Et ça, je pense que chapeau. L'hôte du jour a aussi pris part à la traditionnelle montée des couleurs à la cité administrative. Au cours de la cérémonie, les pionniers lui ont offert le drapeau centrafricain en guise de soutien du peuple malien à celui de la Centrafrique. Le Mali est capable de mourir pour l'Afrique, mais au retour, l'Afrique est capable même de mourir pour le Mali. Parce que le Mali défend une cause panafricaine. Pour son homologue du Mali, tout cela contribue à raffermir la coopération entre les deux pays. Nos drapeaux sont liés parce que nous sommes du même continent. Nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes visions par rapport à une Afrique unie, une Afrique forte, et une Afrique qui veut avancer et une Afrique qui avance. Aujourd'hui, c'était ce que nous voulions lui signifier ce matin. La journée a été aussi marquée par la passation du pouvoir entre le ministre Fomba et Fatoumata Coulibaly pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfance célébrée chaque 20 novembre. Les membres du gouvernement étaient réunis cet après-midi à la primature. C'est à la faveur d'un conseil du cabinet extraordinaire sur les nouvelles orientations du président de la transition, colonel Assimi Goïta, cela après la reconquête de Kidal. Pour plus de précisions, nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre, Dr Choguel Kalamaïga. Il est au micro de Tamsir Diabati. La liesse populaire, le goût de la victoire, c'est bien pour le peuple qui retrouve sa fierté et son orgueil. Mais nous devons nous dire que de même que notre pays dépense 25% de son budget pour se défendre, l'armée a fait les 25% du travail. Le reste, c'est tous les Maliens avec leur gouvernement. Nous avons l'obligation, pour honorer l'histoire, honorer notre armée, honorer tous ces enfants qui ont donné leur vie, honorer nos chefs militaires, nous devons tout faire pour ne plus revenir en arrière. Que toutes les grandes nations qui se sont construites ont passé par des périodes de douleur. Ceux qui sont à la décision, pourvu qu'ils ne flanchent pas. Et ils n'ont pas flanché. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliens, de donner l'espoir au peuple malien, pour qu'ils sachent que la reconquête militaire de Kidal, ça fait plaisir, mais la réalité, c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur, c'est qu'un État, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles. Ces enfants de Kidal, de Tombouctou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays où ils doivent revenir. Ces hommes et ces femmes dont l'intelligence n'est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu'ils sentent que leur pays, c'est le Mali. Je pense qu'il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments des forces de sécurité et améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter des moyens adéquats. Nous devons aussi intensifier, et je suis sûr que notre armée est à l'œuvre, les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés terroristes et alliés. On ne parle plus de SEMA.
on parle de CSP. Tous les journaux étrangers, personne ne parle plus de CEMA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement d'élément de langage? Et dire que les gens se sont repliés, ils vont revenir. Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative, toute velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Il faut aussi exclure tout compromis, mesdames et messieurs, avec ceux qui ont du sang malien sur les mains. Dans le domaine diplomatique, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales. Et donc, dans le domaine politique, il faut que nous éclairions le retour des représentants de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Ce jour 20 novembre 2023, dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les femmes ont repéré et procédé à la destruction de 2 véhicules pick-up chargés de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Cette frappe chirurgicale des femmes a eu lieu à 1 km au sud-ouest de Tinesako. Les femmes rassurent les populations de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire national. Unis, nous vaincrons. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée rappelle à l'opinion publique nationale et internationale qu'il ressort du communiqué en date du jeudi 16 novembre 2023 de la DIRPA que les forces de défense et de sécurité maliennes ont découvert lors de leurs opérations de sécurisation un charnier à Kidal. Eu égard à la gravité des faits révélés et susceptibles de constituer des infractions présumées d'actes de terrorisme et de violation des droits humains, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée rassure l'ensemble de la population qu'une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces faits, d'identifier et d'interpeller les auteurs et co-auteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée tiendra à informer l'opinion en temps opportun des diligences accomplies et en appel à la collaboration de la population afin d'apporter toute information utile à ces services en lien avec les autres services compétents de l'État. Bamako, le 20 novembre 2023, le procureur de la République, Amadou Bokar Touré. Le Mali a célébré ce 20 novembre la journée mondiale des droits des enfants, une journée qui permet de passer en revue les défis et les perspectives pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, la protection de l'enfant en période de crise. C'est le thème de cette édition. La cérémonie était présidée par le Premier ministre. Reportage Kadiga Toukone et Mbarakou Maïga. J'ai droit à la santé, j'ai droit à la nutrition. Et oui, Kofi Annan disait que rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Les tout-petits du Mali ont fait entendre leur voix ce 20 novembre dans la grande salle d'Eli Baba Sissoko du CICB. Cette célébration est une opportunité pour tous les États de faire le point de la situation des droits de l'enfant conformément à la Convention des Nations Unies relative à leurs droits. Le Parlement des enfants a, au nom de tous les enfants du Mali, égrené quelques doléances. Selon les données du rapport national du premier semestre 2023 de l'enfant et de la famille, 584 filles ont été mariées avant l'âge de 18 ans, 8 997 enfants, dont 6 143 filles et 2 854 garçons identifiés sans acte de naissance, 1065 enfants, dont 737 filles et 328 garçons,
migrants identifiés. Le taux de la malnutrition des enfants est d'environ 38%, plus de 1700 écoles fermées, privant ainsi plus de 500 000 enfants en âge de milieu scolaire de poursuivre leurs études. Beaucoup d'enfants sont affectés par la crise que traverse notre pays depuis une décennie. C'est pourquoi le Mali a choisi le thème « La protection de l'enfant en période de crise ». Cette période de crise sécuritaire a été un moment difficile. Pour les détenteurs d'obligations, il s'agit des parents, des autorités et de l'État lui-même, d'assurer leurs responsabilités, de permettre aux enfants d'être protégés contre toute violence. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 33 ans, le Mali a été l'un des premiers pays à s'engager à respecter et à protéger les droits des filles et des garçons sans discrimination, partout et en tout temps. Le thème national nous interpelle sur l'importance de continuer à promouvoir les droits des enfants, filles et garçons, en portant une attention particulière aux plus défavorisés, aux plus difficiles à atteindre et à ceux affectés par les crises multiformes que connaissent le Mali. La Journée mondiale des droits des enfants offre également l'occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci. Cette date doit être transformée en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Il faut rappeler que l'État, les organisations de la société civile et les partenaires ont engagé beaucoup d'efforts pour le plein épanouissement des enfants. Nous pouvons citer le Parlement des enfants qui a été créé par décret numéro 96-172 du 13 juin 1996. De nombreux instruments juridiques, politiques, institutionnels et des cadres stratégiques ont été mis en place pour identifier et prendre en charge les besoins et les droits des enfants, y compris en période de crise. La mise en place des clusters protection de l'enfant et des sous-clusters protection, VBG, éducation, santé, hygiène, eau et assainissement. Face aux doléances des enfants et des acteurs en charge de la protection des droits de l'enfant, le Premier ministre rassure. Il s'agit pour nous de célébrer les enfants dont la protection assure sans contexte le présent et l'avenir du pays. Tous ces efforts seraient vains sans l'engagement, des fois jusqu'au sacrifice ultime de nos forces armées de sécurité dans la sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais dire à Monsieur le Président du Parlement des enfants et à tous les enfants du Mali et aux autres organisations de défense des droits de l'enfant que j'ai écouté leur message avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais vous rassurer que l'engagement de l'ensemble des autorités de la transition à œuvrer en tout temps et en tout lieu pour le bien-être des populations maliennes en général et celui des enfants en particulier ne fera pas défaut. Les enfants ont des droits, certes, ils ont également des devoirs. Et en bon papy, le Premier ministre a rappelé quelques-uns aux tout-petits. Chez nous, les devoirs de l'enfant, c'est satisfaire ses parents, avoir une bonne éducation, bien travailler à l'école si c'est nécessaire pour honorer ses parents, apprendre bien pour se préparer à l'avenir, être utile à la société, à soi-même et à ses parents. Chaque société a ses règles. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dit, que l'UNICEF dit, que l'ONU dit, mais il y a les réalités de notre pays. Je souhaite que vous intégrez les deux. Les invités du jour ont également visité une exposition, des tableaux confectionnés par des enfants. Le tableau gagnant parle d'un sujet d'actualité. Les enfants ont le droit de donner leur avis et d'être entendus. La journée des droits des enfants a donc été célébrée aujourd'hui.
Comme il y a de tradition à l'occasion de cette journée, depuis plusieurs années, des enfants parlementaires prennent les commandes dans plusieurs services étatiques pour livrer des messages. Chez nous, à l'URTM, la jeune parlementaire Aïcha Bagayoko a passé la journée dans notre rédaction. Voici le contenu du message qu'elle a livré au micro de Mohamed Namakeita. La journée mondiale des enfants représente beaucoup pour moi ainsi que pour tous les autres enfants du monde entier. C'est une occasion pour les enfants de sensibiliser et de mener les plaidoyers auprès des autorités et les acteurs intervenant dans la promotion et dans la protection des droits des enfants, tels que le droit à la survie, à la protection, au développement et à la participation. La journée du 20 novembre est une opportunité pour tous les enfants de se faire entendre, de revendiquer leurs droits et de promouvoir un monde meilleur pour tous les enfants du monde entier. Notre pays a choisi comme thème la protection des droits des enfants en période de crise en tenant compte du contexte actuel du Mali. Une crise sécuritaire a secoué notre pays pendant plus d'une décennie, mais maintenant avec l'entrée des FAMA à Kidal, nous sommes plus rassurés et c'est le moment de les remercier. Ouverture ce matin de l'atelier d'examen et de validation des manuels de procédure opérationnelle, financière et comptable des services et organisations publiques. La séance doit examiner et valider 15 projets de manuels compte rendus. Mamari Kone. Dans la perspective d'une réforme plus large des finances publiques, en l'occurrence la mise en place des budgets programmes, le gouvernement a adopté un document de stratégie nationale de contrôle interne. La mise en œuvre de cette stratégie a été confiée au contrôle général des services publics avec comme mission principale l'appui des services publics dans l'élaboration de leur manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables, d'où la tenue de cet atelier. La mise en place des manuels de procédures dans nos administrations et services est gage de transparence, de crédibilité et de bonne gouvernance dans notre pays. Malgré tout, force est aujourd'hui de reconnaître que plusieurs services et organismes publics ne disposent pas à ce jour d'un manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables. Au cours de la présente session, 15 projets de manuels seront examinés par la Commission et notre objectif porte sur l'examen d'ici la fin de l'année de tous les autres projets qui nous ont été soumis. Après un bref rappel du processus ayant abouti à l'élaboration des manuels de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables, le chef du gouvernement dira que l'ampleur et la persistance de la corruption et de la délinquance économique ont amené le président de la République à instruire au gouvernement des directives prioritaires. L'importance des manuels n'est plus à démontrer dans la mesure où ils constituent une boussole, un guide, un instrument de gestion entre les mains des gestionnaires des services afin de leur éviter un pilotage à vue dans l'accomplissement de leur mission. Les objectifs visés doivent permettre aux gestionnaires 1. La maîtrise de la gestion, 2. La protection des biens de l'État, 3. La lutte contre les détournements et toutes les formes de délinquance financière, et 4. L'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines et matérielles. Le chef du gouvernement est convaincu que la lutte contre la corruption a été une préoccupation pour tous les régimes au Mali. Mais force est de reconnaître qu'elle a pris une nouvelle dimension après la rectification de la transition. Je vais vous dire ce que le président m'a dit un jour. Il m'a dit, si on ne réussit pas dans la lutte contre la corruption, la transition n'aura pas servi à grand-chose. Ça veut dire que c'est l'une de nos priorités, des priorités du président de la transition et de ses compagnons. La lutte effrénée, la lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière. Les membres de l'oligarchie sont organisés. Je vous encourage à avoir une force morale et la suite dans vos idées. Et leur ultime méthode, c'est de traîner les dossiers pour atteindre le délai de prescription. Vous savez, il y a des membres de l'oligarchie que je vois souvent dans les médias, parce qu'il y a la prescription sur les dossiers, ils disent qu'on ne peut plus les toucher. Heureusement que la justice malienne a trouvé la solution. Le Premier ministre a également promis que tout sera mis en œuvre pour que chaque structure centrale intègre les dimensions régionales et locales dans son manuel de procédure. Après une semaine d'activité dans la capitale russe, la mission de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances a regagné Bamako hier
Pendant son séjour à Moscou, la délégation a eu des entretiens avec des agences fédérales et sociétés d'État russes avec lesquelles notre pays a signé des mémorandums d'entente en octobre dernier. À l'heure du bilan, le chef de la délégation se dit satisfait de l'état d'avancement des différents dossiers. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou et à Konaté, Brahima Koulibaly. Donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre de la douzaine de mémorandums d'entente signés en octobre dernier, un objectif qui justifiait bien un second déplacement à l'intervalle d'un mois de la délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances à Moscou. Un chantier sur lequel les autorités de la transition veulent avancer de façon méthodique, d'où la présence au sein de la délégation de membres de commissions techniques mises en place pour apporter leur éclairage à la bonne exécution des projets initiés dans leur domaine de compétences. Nous avons eu des rencontres très importantes. Ces rencontres qui ont fait suite donc à la signature de beaucoup de documents qu'on a eu à faire au mois d'octobre. Donc il fallait venir voir l'état d'avancement de chacun de ces dossiers et de pouvoir mettre le curseur aussi pour les mois à venir, étant donné que beaucoup d'engagements avaient été pris. De l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom à l'unité d'affinage d'or de Krasnoyarsk en passant par la société de recherche géologique Rosgéologia, de la holding Demetra en charge des expéditions de blé et d'engrais à la société Dimex spécialisée en hydrocarbures en passant par l'agence spatiale russe à travers sa filiale Glavkosmos, du ministère russe des Transports à la société STM engagée avec le Mali sur les questions de trafic ferroviaire et de mobilité urbaine à travers le projet de tramway. Les engagements pris ont été passés au peigne fin et des actions concrètes assorties de calendriers d'exécution décidés. En tout cas, je retourne satisfait. Je pense que nous sommes en train d'avancer sur tous les chantiers que nous avons ouverts ici. Il est difficile effectivement d'aboutir à tout en un seul coup. C'est un changement important et c'est des projets structurants pour le Mali qui nécessitent effectivement d'aller pas à pas et des pas sûrs qui doivent être posés à chaque fois pour ne pas avoir des reculs. Donc je pense que la mission a été intéressante, était importante et elle devait se tenir. Et de plus en plus, c'est les équipes techniques qui vont être appelées à la commande et nous serons de moins en moins devant la première ligne. Le ministre de l'économie et des finances, chef de la délégation, a saisi cette occasion pour remercier les autorités de la transition qui ont fait le choix du renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie et celui de dépêcher une mission de haut niveau dans la capitale russe. Le Mali qui a exprimé également sa reconnaissance envers la Fédération de Russie pour les dispositions prises pour la réussite de la présente mission. Parlons religion. Ici au Mali, le 52e pèlerinage catholique a pris fin hier par une messe à Kita. Mali de croyants, reste un peuple, un but, une foi. C'est le thème choisi pour cette édition. Le compte rendu de Fademba Keita. Les pèlerins sont en liesse, les cantiques en chœur suivis des prières sollicitent la miséricorde de Dieu pour que les crises multiformes que traverse le Mali soient des tristes souvenirs. Le sanctuaire malien est le lieu idéal pour se faire entendre. Les musulmans, pasteurs et représentants de Djina Dogon prônent des messages de paix, de tolérance et de parfaite cohabitation entre les religions. Ils trouvent que, tout comme la chorale, les acteurs du diocèse de Mopti, qu'une vulgarisation du thème de ce 52e pèlerinage chrétien catholique, à savoir Mali des croyants reste un peuple, un but, une foi, s'impose. Chacun de nous est appelé à donner le meilleur de lui-même. Comprenons-le bien. Notre place dans le monde et dans le Mali est irremplaçable. À chacun, Dieu a confié une ou de grandes responsabilités qu'il est le seul à accomplir. Chacun est irremplaçable aux yeux de Dieu. Chacun compte. Si aujourd'hui le Mali est malade, ce n'est pas seulement la tête qui va mal. Comme parents, enseignants, responsables politiques, administratifs, religieux, chacun de nous tous, nous manquons souvent à nos responsabilités. C'est le lieu donc, pour moi, de réitérer la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à toutes les confessions religieuses pour tous les efforts consentis pour que ces jours soient. L'occasion m'échoit de demander à toutes les confessions et associations religieuses, chacune dans son lieu de culte habituel et sur toute l'étendue du territoire national, d'organiser des séances de prière
et des bénédictions collectives pour la pacification, la stabilisation et l'unification du Mali. Tous ceux qui se sont succédés au pupitre félicitent le diocèse de Mopti pour l'excellent diagnostic de la situation. Le président de la conférence épiscopale du Mali et le nonce apostolique se disent très satisfaits. Bon, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, sinon nous sommes vraiment satisfaits, et à commencer par le diocèse animateur, Mopti, vraiment ils ont comblé nos attentes. L'État nous a beaucoup aidés en finançant les médias, en finançant la santé, en finançant la sécurité. Le pape François est que depuis son élection, nous savons comment il porte dans son cœur une option préférentielle pour les personnes des périphéries, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont délaissés, les réfugiés. Et je vous assure qu'il porte dans son cœur, dans ses pensées, dans ses prières, le Mali, le peuple malien, ses autorités. Prions et œuvrons pour que le Mali des croyants reste un peuple, un but, une foi. Je l'annonçais dans le sommaire, le PDG de la compagnie malienne de développement textile CMDT a donné samedi dernier le coup d'envoi à des opérations d'évacuation des balles de coton fibre vers les ports de la sous-région. À Koutiala, Dr Nango Dameli a également visité certaines unités industrielles et l'office de classement de coton. Le point avec nos envoyés spéciaux Doufoufana Traoré, Aboubakar Traoré. À la filière nord-est de la CMDT, tous les voyants sont au vert. Toutes les 6 unités industrielles de cette filiale ont démarré l'égrenage et elles sont bien approvisionnées. La campagne de commercialisation, à son tour, bat son plein dans les villages et déjà la campagne d'évacuation de la fibre de coton vers les différents ports a débuté, d'où la satisfaction du PDG de la CMDT. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de voir déjà les embarquements pour le port de Lomé. Une commande de 2000 tonnes qui va partir sous peu. Et comme vous le savez, ça c'est vraiment le but ultime de la CMDT. Je suis à Lapoto ici, vous voyez les balles de coton un peu partout. Et ce rythme va être maintenu jusqu'à la fin de l'égrenage. Et Inch'Allah, nous espérons pouvoir boucler ça avant l'arrivée des pluies. Dans la capitale de l'or blanc du Mali, les balles de coton se voient comme des immeubles à perte de vue. Dans la grande cour, des dizaines de camions sont stationnés et n'attendent que leur tour de chargement pour les ports. La stratégie mise en place pour affronter cette grosse campagne est d'assurer une très bonne maintenance des unités industrielles et du parc auto, en plus de l'accompagnement du parc privé. C'est ce qui a permis à cette date de constater avec vous-même que toutes les usines ont démarré de façon effective. On peut même dire que les usines ont atteint leur vitesse de croisière et que la campagne bat son plein. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'évacuer 57 000 tonnes sur 690 000 de prévus, soit 8%. À ce rythme, nous n'avons aucun souci d'évacuer tout le coton au plus tard le 20 avril 2024. C'est ça notre objectif final. L'accompagnement des autorités a été reconnu par les responsables de la filiale nord-est qui pensent avoir doublé la production de la campagne dernière et être proche du but final qui se chiffre à 205 000 tonnes de coton-graines. Nous avons reçu tout l'appui des plus hautes autorités qui nous ont permis aujourd'hui de réaliser plus de 205 000 tonnes contre 105 000 l'année dernière, presque le double. C'est grâce à l'engagement de tout le monde. C'est avec un très grand plaisir que nous avons entamé cette campagne d'égrenage. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 26 000 tonnes de rentrée à l'usine. Le marché de coton du village de Ngolokuna, à 12 km de Bla, dans la commune de Niala, a été visité par le PDG. Une visite de courtoisie aux notabilités traditionnelles et religieuses a mis fin à cette étape de Koutiala. Ouverture ce matin à Alger de la 6e édition du dialogue judiciaire organisé par l'Union africaine à travers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Mali est représenté par des membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Notre envoyé spécial Abdoulaye Sako a pris part à la cérémonie d'ouverture. Suivons son reportage. À Alger, c'est une véritable agora judiciaire sur la promotion des droits humains en Afrique qui s'ouvre dans la salle Djamila du Centre international de conférence. Plus de 200 représentants des plus hautes juridictions comme la Cour suprême des pays d'Afrique sont réunis.
Pour ce 6e dialogue judiciaire, la Cour africaine chargée des questions des droits de l'homme n'a pas lésiné sur les moyens compte tenu de la complexité de la question des droits de l'homme. Elle le sait, la protection et la promotion de ces droits sur le continent passent par une meilleure collaboration entre elle et les juridictions nationales. Le thème de cette année, c'est voir les défis et les opportunités de la transposition de la jurisprudence des juridictions internationales au niveau des juridictions nationales. C'est pour permettre aux juridictions nationales de s'inspirer des décisions prises, les arrêts pris au niveau des juridictions internationales, notamment au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour, conformément aux instruments juridiques internationaux ratifiés par les États, de les intégrer au niveau national et surtout, lorsque les décisions sont rendues au niveau national, de prendre en compte tout ce qui est droit de l'homme et tout ce qui est déjà décision rendue. Quand on prend l'exemple du Mali, par exemple, le Mali est parti à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Mali a même déposé ce que nous appelons une déclaration qui permet aux individus, aux organisations non gouvernementales de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Mali est une référence en matière de promotion des droits de l'homme depuis le XIIIe siècle. Les mécanismes juridiques nationaux, à commencer par la Constitution, s'y prêtent. Au Mali, déjà, nous sommes très en avance sur cette question des droits de l'homme et qui, depuis le XIIIe siècle, figure dans un acte qu'on appelle le Kouroukanfouga. Actuellement, la question des droits de l'homme est au centre des préoccupations des autorités nationales, puisque la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée au mois de juillet dernier lui réserve une place de choix. Les discussions ont ainsi lancées pour 3 jours, à l'issue desquelles les participants feront des propositions afin de faciliter la transposition des jurisprudences régionales ou internationales au niveau national. Toujours à l'extérieur, tenu à Antalya, en Turquie, de la session du conseil d'administration de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, dont le Mali assure la présidence depuis 2022. Pour plus de précisions, écoutons Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPE, président de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, au micro de Boubacar Bablé-Touré. Dans le cadre de l'exercice de deuxième mandat Afrique du Mali, nous sommes ici à Antalya, participons donc au conseil d'administration de l'AMSEP. À ce niveau, un certain nombre de documents ont été validés, notamment le plan de travail annuel 2024, la mise en œuvre des activités de 2023, le budget 2024. Au sujet de l'Afrique, il faut reconnaître qu'à ce niveau, nous avions validé un certain nombre de projets, notamment dans le cadre de renforcement des capacités des conseils emploi, mais aussi des managers, les services publics d'emploi, afin de mieux les outiller, agencer l'ensemble de nos politiques et programmes au bénéfice de nos groupes cibles, les demandeurs et les offreurs d'emploi. Je voudrais saluer l'ensemble des pays ici présents. Ils sont tous dévoués à prendre bras le corps l'ensemble de notre préoccupation, mais aussi de nos ambitions ici du mandat Mali. Je voudrais parler de 3 grands projets phares, les boulevards africains d'intermédiation, les centres africains de conseil emploi et le programme des emplois verts. Nous avions aussi validé la participation à la conférence interrégionale Afrique à Conakry qui doit se tenir en décembre, pour laquelle d'abord je voudrais profiter de votre micro pour inviter l'ensemble de nos SPE à participer activement afin de pouvoir aussi sous-tendre nos politiques de protection de l'environnement, mais aussi de création des emplois verts pour une Afrique diversifiée, verte, mais aussi restaurée dans ses écosystèmes. Ici, à Bamako, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a remis ce matin les clés de 26 véhicules à certains services rattachés à son département pour un coût d'environ 600 millions de francs CFA. Ces engins sont un don du gouvernement japonais au gouvernement du Mali. Reportage Youssouf Diakité. Il s'agit, à travers ce don du gouvernement japonais, de contribuer au renforcement de la justice malienne. Les dons, c'est au total 26 véhicules pour un montant de près de 600 millions de francs CFA. Les services rattachés au département de la justice bénéficiaires du présent don se disent comblés. Sentiment de joie, un sentiment de fierté. Pour qui connaît Kognoroba, c'est à 78 km de Bamako. Mes autres collègues qui sont à l'intérieur sont à des centaines de kilomètres de Bamako. Et peut-être des centres de santé, permettre aux juridictions d'être servies quand il y a des extractions, c'est une très bonne chose. Seul le véhicule permet de joindre l'utile à l'agréable.
Souvent, on amène les détenus à pied aux tribunaux, à l'hôpital. Ces véhicules permettent de parer à ça. Ces véhicules permettent de donner l'humanité qu'il faut. Cette donation s'inscrit dans le cadre du renforcement du parc automobile et les capacités opérationnelles de l'administration pénitentiaire. La mise en service de ces véhicules améliorera les conditions de travail des cadres du personnel et le déroulement des procédures pénales impliquant les personnes privées de liberté. Le ministre de la Justice a, au nom du président de la transition, remercié le gouvernement japonais pour son accompagnement constant. Je voudrais renouveler, au nom des plus hautes autorités de notre pays, de l'ensemble de mon département et à mon nom propre, les sincères remerciements à l'endroit du gouvernement japonais pour cette importante donation, innovante par sa nature et sa valeur, qui restera marquée dans les annales de la justice malienne. Je voudrais féliciter les services et responsables bénéficiaires et les inviter à faire bon usage de ces véhicules dans l'intérêt du service. Ces véhicules devraient renforcer les capacités opérationnelles des services bénéficiaires. Le Mali, à l'instar des autres pays de l'Afrique, a célébré aujourd'hui la journée de l'industrialisation de l'Afrique. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a livré un message dans lequel il met l'accent sur les enjeux de cette journée. Moussa Alassane Diallo donne plus de précisions au micro de Sokona Kamisoko. Il est établi qu'aucun pays ne peut se développer durablement sans une industrialisation de son économie. La journée de l'industrialisation de l'Afrique, instituée par les Nations Unies, vise à intégrer le développement industriel dans les priorités des politiques et stratégies nationales de développement socio-économique des pays africains. Ainsi, cette journée a pour but d'inciter les pays africains à s'engager davantage dans le processus de développement industriel, susciter une prise de conscience au niveau mondial nécessaire à la mobilisation de l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique, amener la communauté internationale à œuvrer résolument en faveur de l'industrialisation de l'Afrique. Cette célébration offre également l'opportunité aux industriels, à l'administration publique, à la société civile, aux partenaires techniques et financiers de procéder à un diagnostic du secteur, d'analyser les enjeux et les défis du développement industriel du continent en général et du Mali en particulier, afin de procéder aux ajustements nécessaires. Le thème retenu pour la commémoration de la journée de l'industrialisation en Afrique 2023 est accélérer l'industrialisation de l'Afrique grâce à l'autonomisation des femmes africaines dans la transformation pour un marché intégré. La politique industrielle mise en place par mon département repose sur la promotion et le développement de petites, moyennes et grandes entreprises tournées vers la transformation industrielle de notre production, la production nationale, afin de garantir la couverture des besoins de base de nos populations. Cette politique doit aussi assurer à notre pays un développement endogène, c'est-à-dire notre capacité à produire des biens de consommation, notre capacité à produire des biens d'équipement et de services. Nos compatriotes continuent de célébrer l'entrée des femmes à Kidal le 14 novembre dernier, à Badiangara, en Algérie, au Gabon, à New York et à Bamako. Ils saluent la bravoure de nos vaillants militaires, compte rendu à Adama Koulibaly, Adama Traoré et Boubacar Kanouti. La ville légendaire de Banyangara n'est pas restée en marge de ces manifestations de soutien aux femmes. Les populations sont sorties massivement pour exprimer leur gratitude aux forces armées et de sécurité. Le jeu en vaut la chandelle car la cause elle est noble. Le monument Nagabanou Temili, symbole de la dignité retrouvée, a servi de cadre à cet événement inédit. Après l'exécution de l'hymne national, le chef de l'exécutif régional s'est adressé aux manifestants. Par la grâce de Dieu, notre vaillante armée a pu mener une lutte héroïque pour faire son entrée dans la ville, la 8e région du Mali, Kidal. C'est pour vous dire qu'un peuple uni est capable de réaliser l'impossible. Restons unis, unis derrière nos forces de défense et de sécurité.
Une belle consécration, l'entrée des femmes à Kidal le 14 novembre dernier. Les Maliens de tous bords, de toute sensibilité, saluent la bravoure, la sagacité et l'esprit combatif de nos vaillants soldats qui font l'honneur et la fierté de cette nation millénaire. Ici au Gabon, ils sont des milliers à battre le pavé pour montrer leur attachement à la patrie mère qui vient de déjouer une conspiration machiavélique ourdie par certaines puissances. Je suis animé d'un sentiment de grande fierté parce que 10 ans pour cette crise-là, c'était trop. Il fallait finir avec ça. Et Dieu merci, nos plus hautes autorités ont pensé et puis ont mis les moyens nécessaires à la disposition de notre armée, qui il y a 10 ans n'avait pas ces capacités-là. Et ensuite, cette armée a pu développer donc les compétences nécessaires, les capacités opérationnelles qu'il faut pour aller à la conquête de Kidal de manière professionnelle. Même exercice en Algérie où nos compatriotes fêtent avec l'effervescence la belle consécration infligée aux hommes sans foi ni loi qui avaient ébranlé l'unité nationale au profit des projets utopistes s'inscrivant dans une posture sécessionniste. Mon premier point, c'est de vous remercier au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour votre mobilisation, pour le soutien à la force de défense et de sécurité. Célébrer avec faste cette victoire des femmes et renouvelle leur confiance aux autorités de la transition. C'est pour manifester notre joie à travers ce que l'armée malienne vient d'accomplir. La libération de Kidal, pas seulement la libération de nos frères et sœurs du Nord, parce qu'ils étaient assiégés pendant une dizaine d'années. Un seul et même cri de joie dans cette rue de Sabaliboukou. C'est en grande pompe que les femmes, jeunes et enfants de ce quartier ont marché symboliquement pour rendre hommage aux forces armées maliennes. Parés aux couleurs nationales, ils étaient reconnaissants comme tout bon citoyen pour la reconquête de la capitale de l'Adrar des Ifogas. Kidal a été prise par des bandits armés et terroristes, plus d'une dizaine. Mais l'armée malienne a pris sa décision. Au bout de 2 ans, ils ont récupéré Kidal. Donc c'est un acte à saluer et à féliciter. Nous souhaitons vraiment bonne chance à l'armée malienne pour que la paix revienne au Mali. Des chants, des pas de danse, des éclats de rire ou encore des mini-trompettes qui retentissent au rythme de la musique. Tout était réuni pour rendre belle cette soirée d'hommage. O de la an ye drapeau ta bi ka bɔ donc an bɛ tenitigiw soutenir. Ni kɛlɛ in tɛ mɔgɔ kelen kɛlɛ ye faso ko kɛlɛ de don. An bɛ tenitigiw kɔ su an bɛ tenitigiw kɔ tile. Kidal nin bɔlen nin bolo dɔ yara biyama ala ka hɛrɛ tɔ nate. Ne yɛrɛ den min tolen sɔrɔ siya nin na kɔrɔnfɛla la a bɛ mɔgɔ 3 bɔ hali n'an sara bi dimi t'an na bilen parce que an b'a dɔn kɔ banna. Kidal reconquise. L'autre défi aujourd'hui reste de garder les filles et fils du Mali unis et solidaires autour de l'essentiel. Voilà, et suite à l'entrée des forces de défense et de sécurité à Kidal, des messages de félicitations continuent de nous parvenir. L'Association pour la défense des acquis de la transition, l'Association des femmes aviculteurs Benkadi Tchessiri, l'Association des commerçants détaillants de Raïda, l'Association des ressortissants et sympathisants de Baramandougou, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, le Groupement pour l'équité sociale, le collectif des associations du cercle de Niafunke, le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental, l'Association pour le développement du cercle de Nyono, l'Association pour le développement du cercle de Bafoulabé, l'Association pour le développement de l'arrondissement de Soulé, l'Association pour le développement du village de Mankaladougou, l'Association CPDM Sanyeta, l'Association des ressortissants de Bananso. Tous félicitent les forces de défense et de sécurité pour la reprise de la ville de Kidal et félicitent
et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Sport, Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali joue ce mardi en 8e de finale contre le Mexique. Le groupe est au complet et ambitionne de passer ce cap. Envoyés spéciaux en Indonésie, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambeli. Plus la compétition se poursuit pour les Aiglonnais, plus ils gagnent en confiance. Les jeunes Maliens n'aiment pas le statut de favoris face au Mexique, malgré une meilleure impression laissée au premier tour comparativement à leur adversaire, auteur d'une seule victoire. Cela par respect et humilité, vertu importante dans le football. Ils sont tout de même loin d'avoir froid aux yeux devant les Nord-Américains. Pour ce face-à-face, les moins de 17 ans du Mali joueront à fond leur chance. À l'occasion de ce match coupéré, les protégés de Soumaïla Koulibaly n'auront pas droit à l'erreur. Il faudra par conséquent beaucoup plus d'assurance au niveau de la défense et faire preuve d'efficacité comme lors de la dernière rencontre de poule face au Canada. Surtout que l'adversaire du jour est d'un autre niveau. Bref, il faudra un équilibre entre les différents compartiments de l'équipe. En tout cas, ce n'est pas la motivation qui manque chez les jeunes. Déjà tous les matchs c'était les grands matchs et puis voilà, il fallait sortir du pool. L'essentiel qu'on a fait et puis voilà, il reste un match qu'on doit jouer aussi comme les autres et puis voilà, seulement la différence c'est qu'il faut obligatoirement un gagnant et puis voilà, nous sommes prêts pour aborder ces matchs. Bon, on jouera comme tout le monde, on a joué l'Espagne et puis on a joué le Canada, c'était les grands pays aussi, et le Pakistan aussi, c'était pas mal et puis voilà, bon, on joue demain, on va jouer à fond pour prendre les 3 points. Bon, comme toujours, il faut qu'il prie pour nous et puis voilà qu'on réussit à passer ces étapes-là. Concentré sur ça, on est juste pour faire la récupération d'abord, pour bien nous préparer. Parce que ce n'est pas un match facile, donc on est prêt, on est concentré à 100% pour gagner ce match. À part l'attaquant Mamadou Doumbia suspendu, le groupe est au complet. Mali-Mexique, ce sera au Gelora Bongo Tomo Stadium de Surabaya à partir de 15h30 local, 8h30 heure de Bamako. Le vainqueur rencontrera en quart de finale l'équipe qui sortira victorieuse du match Maroc-Iran. Focus Santé de ce journal s'intéresse à une maladie qui est fréquente chez les enfants. Il s'agit de l'angine. Cette maladie se manifeste par la fièvre, les maux de gorge ou de ventre, des signes cliniques qui apparaissent généralement quand la personne est enrhumée. Koumba Sissé et Yacouba Kounou sont allés à la rencontre des médecins ORL qui nous donnent plus de précisions sur l'angine. Suivons. L'angine, une infection due à la bactérie ou le virus, provoque une inflammation des amygdales palatines. Les personnes infectées par cette maladie, dont la plupart sont des enfants de 0 à 15 ans, sentent très souvent des douleurs au niveau de la gorge en mangeant ou en buvant. Il y a également d'autres signes cliniques qui indiquent la présence de l'angine. Il y a la fièvre qui peut aller de 39 degrés à 40 degrés. Il peut y avoir aussi la présence d'otalgie réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas l'oreille même qui est malade en tant que telle, mais c'est une douleur qui est projetée à l'oreille parce qu'il y a des nerfs qui passent à ce niveau et qui peuvent manifester la douleur au niveau de l'oreille. Il peut y avoir aussi les douleurs abdominales et la diarrhée aussi, surtout chez l'enfant. Cette maladie a plusieurs formes et le diagnostic s'est fait à travers un examen physique. À la longue, d'autres recherches cliniques peuvent se faire. Il y a 4 principaux aspects qu'on peut retrouver après l'examen. C'est-à-dire que soit maintenant les amygdales palatines sont rouges, ou bien il y a la présence de petits enduits blanchâtres. On parle maintenant d'angine érythromatopultacée et il y a souvent des petites bulles tout au long du pilier sur l'amygdale qui contient de l'eau, on appelle les angines vésiculeuses. Et aussi, il y a les angines maintenant qui ont l'aspect d'être trouées et le fond un peu nécrotique. On parle d'angines ulcéro-nécrotiques. Toute personne qui constate du rhume doit les traiter pour éviter l'apparition de l'angine et ses complications. L'angine, la plupart du temps, elle survient au décours d'une rhinopharyngite. Il peut y avoir des surinfections bactériennes. Et le plus incriminé, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et si c'est d'origine virale, le plus souvent, le traitement est symptomatique. Maintenant, si c'est d'origine bactérienne, il faut l'antibiothérapie. La rhinopharyngite étant la principale cause de l'angine, la protection doit être de mise pour ne pas infecter les personnes bien portantes. En cas de rhinopharyngite, comme les enfants, le plus souvent, ils sont amenés dans les crèches
pour éviter la promiscuité, il faut laisser l'enfant à la maison en cas de rhinopharyngite pour qu'il ne contamine pas les autres. Certains parents fument là où se trouvent les enfants ou bien même l'adulte. En ce moment, avec ces fumées, il peut être exposé. Et ça peut favoriser la rhinopharyngite. Et aussi la présence aussi, de végétation adénoïde. Et aussi il y a les malformations comme les fentes vélo-labio-palatines. Voilà, qui peut être incriminé. Selon le docteur Diko, plus de 80% des angines sont d'origine virale. Traiter les rhinopharyngites à temps permet d'éviter l'angine et ses complications. Ces complications peuvent dilater le cou et le visage, provoquant souvent une intervention chirurgicale. L'ORTM en deuil. Après une vingtaine d'années de lutte syndicale, l'ancien secrétaire général du comité syndical de l'ORTM, Abdrahman Himfatouré, a tiré sa révérence ce 20 novembre 2023. S'il a été connu au grand public à travers la série télévisée Wallara, il fut un syndicaliste au vrai sens du mot. À tous les niveaux, ses collaborateurs gardent de lui de bons souvenirs. Focus sur l'homme avec Cheikh Oumar Sangari et Mariam Koulibaly. En voici un autre baobab qui tombe dans la grande famille ORTM. C'est la roue de la vie qui tourne, mais la mort a toujours tort. Abdrahman Infa Touré s'en va. Né en 1963, le gestionnaire financier passe 2 mandats dans le comité syndical de l'ORTM avant de prendre la tête le 14 juillet 2011. En août dernier, il passe les témoins pour le poste de secrétaire général du comité syndical de l'ORTM, tout en gardant celui du syndicat national de l'information, de la presse et de l'industrie du livre Cinépil. J'ai dirigé le Cinépil pour 2 mandats et il était toujours dans mes bureaux. On a toujours bien travaillé ensemble. Il fut le président de la commission de contrôle. Sous mon mandat. Donc il s'est vraiment montré assidu et il m'a montré l'amour du syndicat. C'était un très bon syndicaliste. Infa Touré a été un syndicaliste chevronné et un symbole de la stabilité à l'ORTM. Il était membre du Conseil économique, social et culturel et non moins 3e secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. C'est une perte énorme pour l'UNTM. Compte tenu de ce qu'il fait. Touré et moi, nous avons travaillé secrétaire administratif ensemble pendant 5 ans et cette collaboration était très franche. Et pendant tout ce temps, on ne s'est jamais querellé, on est toujours ensemble jusqu'à ce qu'il est devenu secrétaire général adjoint. Et malgré tout ça, malgré cette position, il m'a toujours respecté, malgré que je suis le secrétaire administratif, c'est lui l'adjoint. Aux côtés de ces décennies de lutte syndicale, Abdrahman Infa a été un acteur majeur du 7e art. Là aussi, on garde de bons souvenirs de l'homme. Il me dit, Bouaka, tu ne peux pas t'occuper de l'argent et des finances et de la réalisation. Donc je vais t'aider. Et c'est avec cet esprit qui m'a aidé à faire en 1999 le pacte social, mon premier film. Et Ntronkele en 2000. Et beaucoup d'autres films, d'où la famille, beaucoup d'autres films, Les Fous du village, machin, il m'a aidé. Mais pour moi, vraiment, Abdrahman Infa Touré, c'était un comédien et un amoureux du 7e art, parce qu'il nous aidait beaucoup. Parce que moi, je l'appelais mon arme secrète. Il aidait à la comédie, il aidait à la recherche des financements, il aidait comme technicien de cinéma. Donc c'était un vrai syndicaliste. Grâce à cet amour pour le cinéma, il joue un des rôles clés dans la série Wallara. Voilà, il a voilà. Nego, au démocratie, ni parti minkadi ebe dola, na mandi ebe bo, nyinga parti créé yere. Au ka parti wuli kankele, muna. Aha, e manganga minka o de flenio. Lui comme moi, on était tous à notre première fois. Donc, c'était pas facile. Mais comme lui étant engagé comme moi, on a fait de notre mieux. Et c'était quelqu'un qui était vraiment engagé et qui voulait la réussite de ses feuilletons. Wallara a été une série très populaire et Touré a pleinement contribué à sa réussite.
makana baka marakono mugoye ikokora kadi marakono mugo me hakila ka kuncha yanga ka boni patron taye marakono mugo me hakila ka akafugula yanga de ka jani patron taye lui Camara Chombiano Mimi Pedro vraiment on était devenus, c'était comme un grain en nous. On se fréquentait, nos baptêmes, nos mariages, nos décès. Ça veut dire que notre vie était devenue commune, quoi. On était complices. Les gens s'étonnaient dans les films, on était chien et chat. Mais s'ils nous voyaient dans la vie courante, ils s'étonnaient. Je leur ai fait savoir que le cinéma est autre chose. Après le cinéma, c'est la vie normale. Sinon, Touré, c'était quelqu'un qui était très bien. D'après Jean Dormesson, je cite, « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Fin de citation. Je peux lui souhaiter que la terre lui soit légère. Voilà, les obsèques de Abdrahman Himfa Touré auront lieu chez lui à Djatoula à 16h demain. Et le comité syndical de l'URTM exprime ses plus sincères condoléances à la famille éplorée, aux proches et à tous ceux qui ont partagé le chemin de ce leader remarquable. Il prie pour que la mémoire de feu Abdrahman Himfa Touré soit un phare d'inspiration pour tous et que son engagement envers les valeurs du syndicalisme demeure un exemple à suivre. Nous prions pour le repos de son âme. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.